1917, alors, encore une fois, on n'a pas trop de news de fou. Là, on est dans quelques années un peu plus calmes, notamment parce que, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais là, du coup, je dis depuis 1915 à peu près que c'est le bordel, il n'y a pas trop de news et tout. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il s'est passé un truc en Europe de 1914 à 1918. Donc, les gens étaient un peu occupés, et l'Amérique aussi, du coup, par défaut, à partir de 1917, bah, ils avaient aussi un peu autre chose à faire, forcément. Même si bon, c'est pas une guerre totale, hein, c'est une guerre de tranchées, bon, mais quand même, ça occupe un peu les gens. Comme je l'ai dit dans la vidéo de 1916, hein, les gens en avaient un peu plus rien à foutre de l'intolérance à partir du moment où les États-Unis sont entrés en guerre. Bah là, voilà. Donc le cinéma n'est pas nécessairement au ralenti, mais en tout cas, on n'a pas trop de news de fou. Je sais qu'en 1917, en décembre, il y a la fondation de la Société des auteurs de films. C'est pas hyper important, après c'est pas dérangeant, mais c'est pas grave, mais c'est pas hyper important. On en reparlera peut-être plus tard, je sais même pas. Toujours est-il qu'on n'a pas tellement de news pour le coup, mais c'est pas grave, parce qu'on a un super film. Un très bon film. Un film génial. D'un mec génial. Parce qu'on a une locution latine que je vais m'empresser de mal prononcer, Mater Dolorosa. Je le dis n'importe comment, je parle pas latin. Euh, dans tous les cas, on a Mater Dolorosa de Abel Gans, qui est français et qui est génial, parce que Abel Gans est un pilier de la première vague avant-gardiste du cinéma. Il était monstrueux, extrêmement important. Faudra que je fasse des vidéos sur les réalisateurs. Ce mec était un pilier, un inventeur, il était un monument. Voilà. Donc Abel Gans, qui est connu beaucoup plus pour Napoléon que pour Mater Dolorosa, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Mater Dolorosa, donc je l'ai regardé aujourd'hui, il est moins connu que Napoléon forcément, mais très cool. J'ai beaucoup aimé. Donc on a un film qui est cool en termes de scénario, j'ai aimé le regarder, et qui a une longueur plus standard, parce qu'ici on a parlé beaucoup de courts-métrages et de deux films de 3 heures, mais là on a une longueur plus standard. La version originale durait 1h20, la seule version que j'ai réussi à trouver durait 1h10, j'ai pas réussi à trouver d'autres versions, donc voilà, j'aurai une version d'1h10 avec des cartons, je sais toujours pas comment ça s'appelle, les cartons où il y a les répliques, ils sont pas d'origine, obviously, ça se voit que c'est pas d'origine, mais c'est probablement assez fidèle, voilà. Mais voilà, donc une version, j'ai pas exactement la version originale, je sais même pas si elle existe encore en fait. Ça se trouve c'est un lost media, mais à voir. Toujours est-il que c'est un film qui est cool en termes de scénario, que j'ai bien aimé, qui est d'une longueur plus standard et qui est extrêmement innovant. On a parlé de Intolérance qui était très innovant niveau technique. Là, c'est plus une innovation scénaristique, même si Intolérance, il y avait aussi le truc de raconter plusieurs histoires à la fois qui était très innovant. Mais là, c'est une innovation purement scénaristique. Il n'y a pas d'innovation technique de fou, hein. Ils ont tourné un plan dans une voiture. C'est un peu. C'est moins fréquent qu'aujourd'hui à l'époque, mais c'est pas bon, voilà. Euh, Toujours est-il que, je dis toujours est-il beaucoup trop de fois par minute, mais on a un film qui est donc extrêmement cool, que j'ai adoré regarder, que je vous encourage à voir, parce que encore une fois, la version que j'ai, que je vais mettre en description, ne dure qu'1h10. 1h10, c'est un temps qu'on peut sacrifier pour un film, même si c'est un film muet, et que dans la version que j'ai, il n'y a pas de musique en fond. Donc je vous accorde que niveau stimulation sonore, on s'endort un peu, mais le reste est bien. L'image est cool, l'histoire est super. Alors pour faire une histoire très rapidement, j'ai beaucoup réduit, j'ai passé tout le début pour la cause de ça, mais globalement, un mec apprend que sa femme a voulu se barrer un jour avec un autre mec, mais il sait pas avec qui, et il kidnappe son gosse en disant: si tu ne me dis pas avec qui tu as voulu partir, je considérerai que c'est lui le père de notre enfant et pas moi. Et donc voilà, je serais pas content. Donc il refuse de laisser sa femme voir l'enfant, donc il n'a pas la vérité. Et c'est beaucoup plus complexe que ça. L'histoire est beaucoup plus complexe que ça, hein. Évidemment, je vais vous faire un truc très court et qui en plus ne spoil pas trop. L'histoire, voilà,
de pas vous niquer le truc, même si le spoil, c'est pas grave, faudra qu'on parle de ça. Faudra pas qu'on parle de ça, faudra juste aller voir la vidéo du Tropper sur le spoil. Voilà. Euh, donc, c'est pas grave de spoil, mais n'empêche, je le fais pas dans le doute. Donc, on a un film qui est. Pourquoi est-ce que ce scénario est si innovant? Parce que dans les 10 premières minutes, il y a une tentative de suicide et un meurtre au flingue involontaire. Ce qui est tout de même, à l'époque, une tentative de suicide. Bon, alors il y a les personnages de théâtre qui sont tous des grosses drama queens, donc eux, ils font des tentatives de suicide d'H24. Mais, euh, mais dans le cinéma, on l'a pas tellement montré, hein, j'ai l'impression. Enfin, encore aujourd'hui, c'est un peu tabou. Même si on a tout le temps des personnages hyper tristes, machin, mais la tentative de suicide, de prendre un flingue, et à moins que ce soit dans les. À part dans les comédies dramatiques, les trucs, genre, voilà, c'est pas si fréquent encore. Même si je suis pas en train de réclamer qu'on fasse que des films sur le suicide, c'est pas non plus super. Mais voilà. À l'époque, je trouve que c'est quand même assez spécial. On rappelle que quelques années avant, là il y a quelques années, si on regarde dans les dernières vidéos que j'ai fait, il y a quelques années, il y a eu un bisou qui a fait polémique. Et là on en est à tentative de suicide, meurtre involontaire et tentative de s'enfuir avec un mec qui n'est pas son mari alors qu'elle a un fils dans les 10 premières minutes, le tout dans les 10 premières minutes, puis kidnapping de l'enfant. Bon bref, on voit des choses assez spéciales qu'on peut voir au cinéma. À l'époque, on peut voir un peu partout parce que les gens n'étaient pas naïfs, les gens savaient qu'il y avait des gens pas très gentils sur Terre, qu'il y avait des gens qui n'étaient pas joyeux tout le temps, donc forcément, ça arrivait. Mais voilà, je trouve que c'est assez peu fréquent pour être notifié. Et c'est aussi l'émotion. Parce que jusqu'ici, on a vu des films, quand je regarde les films dont j'ai parlé déjà, les films de Georges Méliès, c'est pas du tout ça. Georges Méliès, il fait le voyage dans la lune, des trucs psychédéliques, voilà. C'est cool, c'est génial, c'est des classiques super géniaux, mais c'est pas du tout une histoire structurée de la même manière que celle-ci. Pareil, Griffith, bon, il y a eu la saga Harry et Betty, je sais même plus, qui est sortie, je sais plus quelle année, voilà, qui était un peu plus là-dedans, mais si on regarde ses derniers films, on a La naissance d'une nation, Intolérance. Alors, les deux sont, enfin, surtout La naissance d'une nation, est censé être un film historique. Qu'on soit d'accord, La naissance d'une nation, c'est que du gros bullshit. Rien de ce qu'il y a dans le film n'a pu arriver dans la vraie vie, ou n'a fait semblant d'arriver même, mais c'était sa vision de l'histoire, aussi conne qu'elle est. Mais voilà. Donc c'était censé être un film historique. On a beaucoup à l'époque de films historiques, comme on avait vu les premières années, il y avait Exécution de Jeanne d'Arc, Meurtre de Charles X, enfin, des trucs, des trucs qui racontent un fait historique en 3 minutes. Et voilà. Beaucoup de trucs comme ça, donc de films historiques. C'est marrant que les gens aient pensé direct à ça quand ça colle plus à la vue des Frères Lumière, c'est vrai. Mais même dans la fiction, on a par exemple, je disais Méliès qui part en couille dans des délires fantasmagoriques, mais pas du tout aussi réaliste que ce film de Gans. Et donc, le, je trouve que ce film témoigne très bien d'à quel point Gans était innovateur et un créateur d'art. C'est pas, enfin, parce que les cinéastes sont des artistes. Lui, quand je dis un créateur d'art, je veux dire que c'est lui qui a fabriqué les codes du cinéma. C'est pas lui tout seul. Il a participé, de toute façon, c'est les années 10-20, on est dans la création des codes. Puis ensuite, on a une période de destruction des codes, c'est segmenté, hein, c'est ça, le cinéma fait ça depuis plus d'un siècle. On crée des codes, puis on les casse, puis on en crée des nouveaux sur la base de ceux qu'on a cassés, voilà. C'est cyclique. Et à l'époque, on était dans la création des codes, et Abel Gans l'a très très bien fait. Donc je le félicite et je vous encourage, il est mort, il s'en fout que je le félicite, mais je vous encourage à voir ce film, parce qu'il est cool, et il est court, et il n'y a pas de son, mais ça vaut quand même le coup. Parce que l'histoire est trop géniale. L'histoire est trop géniale, et c'est pas pour rien que tout le monde l'a adoré, ce film. C'est pas pour rien qu'il a eu un énorme succès à l'époque. Donc, regardez ce film si vous avez 1h10 de vie.
ou vous savez pas quoi faire, faites ça. Parce que c'est génial.